Voilà, je voudrais tout d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Je voudrais vous souhaiter confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance, et surtout, il n'y a pas de rêve. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'hommage que nous allons célébrer, l'hommage pour Michel Jouvet, nous avons de quoi effectivement nous faire rêver et nous faire rêver de bonne science. Donc, je voudrais vous accueillir et j'accueille pour la première fois, en tant que président de l'Académie des sciences, nos secrétaires perpétuels, Pascal Cossard et Étienne Gis, qui est avec nous dans l'audience, et mon vice-président, Patrick Flandrin. Yves Agide et Claude Debru ont accepté volontiers d'organiser le programme que vous avez sous les yeux et qui va se dérouler devant vous. Je voudrais aussi accueillir la famille de Michel Jouvet qui est venue en nombre. On est très heureux que vous ayez pu faire le déplacement. On a pu faire à l'occasion d'un déjeuner particulièrement convivial connaissance avec enfants, petits-enfants, belles-sœurs, enfin bref, une famille qui vit et qui vit de science parce que quand on s'appelait Michel Jouvet, c'est comme un avion qui laisse une traînée dans le ciel. Il y a quelque chose qui reste même quand l'avion a disparu. Et puis, je voudrais vous signaler aussi que, tout à fait, notamment pour nos conférenciers, qu'à droite, tout au fond de la salle, vous avez des jeunes. Et ces jeunes, ce sont des élèves de la classe première Bac Pro, accompagnement, service et soins à la personne. Ils viennent du lycée Paul-Émile Victor de Champagnole. Ça fait un peu Tintin ou Spirou, Champagnole, enfin, du lycée. Champignol, d'accord. Non, mais là, c'est Champagnole du Jura. On vous remercie d'être là et j'espère que vous allez pouvoir bénéficier de cette séance. Donc maintenant, je retourne aux choses sérieuses en demandant la projection pour un hommage à Michel Jouvet. Merci d'écouter cette projection en silence. Tu viens ? Viens. Oniros, viens. Au cours de très nombreux voyages, j'ai ramené des souvenirs. J'en ai mis beaucoup dans mon bureau et dans d'autres pièces de la maison. La plupart de ces souvenirs sont en rapport plus ou moins direct avec le sommeil et surtout le rêve. En particulier, mon chien qui est à côté de moi et qui s'appelle Oniros, c'est-à-dire le rêve en grec. Oniros. Les structures qui sont responsables de l'éveil, du sommeil et du rêve, eh bien, elles sont à l'intérieur de tout ça, dans le tronc cérébral. Mais le tronc cérébral, on ne voit pas, il est situé là derrière. Et voilà, le tronc cérébral, et à partir de là, ça c'est le trou occipital, à partir de là, c'est la moelle. Bon, alors, l'éveil. L'éveil, bien entendu, comme c'est quelque chose de très important, c'est fait de tas de systèmes. Il n'y a pas qu'un seul système, c'est un système c'est des réseaux de réseaux. Pour faire dormir quelqu'un, il faut que le système d'éveil ne marche pas. Hein? Donc, il y a des neurones spéciaux qui contiennent un neurotransmetteur qui lorsqu'il est libéré, arrête les neurones de l'éveil. Et on pense qu'une grande partie du système qui nous fait dormir est situé ici dans l'hypothalamus. Il envoie des ordres de s'arrêter à ce système-là, à ce système-là, à ce système-là, à ce système-là. Et donc, l'éveil qui est caractérisé par une activité rapide, ben ça va faire le sommeil, et qui se caractérise par une activité cérébrale avec de grandes amplitudes et des ondes de plus en plus lentes. Comme il y avait des mouvements des yeux à ce moment-là, on a appelé ça Rapid Eye Movement Sleep. Eh bien, tout cela part d'un endroit qui est situé très profondément dans le cerveau, qui est situé par ici. Alors, à partir de là, il y a un système qui va monter, qui n'est pas exactement le même, qui va venir activer votre cerveau également, et un autre système qui est extrêmement important, qui va descendre ici dans la moelle. Mettons que vous rêvez que vous courez. De là vont partir des informations à votre cortex moteur. Là.
les neurones qui sont situés là vont décharger à toute allure, puisque vous courez. Ils vont envoyer des informations qui vont descendre dans le faisceau pyramidal pour arriver sur vos nerfs moteurs des bras et des jambes. Mais quand vous rêvez, vous ne bougez pas. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cet endroit-là, qui déclenche le rêve en haut, il y a un système qui est juste à côté, qui descend et qui vient ici bloquer au niveau de la moelle. Vous faites les mouvements en rêve. Vous créez les mouvements. Vous faites exactement ce qu'on a appris à faire aux sportifs. Vous savez qu'un sportif, avant qu'il fasse une course de ski, on lui fait imaginer dans sa tête, à tel endroit, je vais tourner comme ça, puis après je passerai là, et là ça va être comme ça. Et il aurait fait sa course une vingtaine de fois, sans trop bouger, mais les neurones qui sont là apprennent les choses. Eh bien, c'est pareil pour le rêve. Vous rêvez que vous courez, vous rêvez que vous dessinez, c'est exactement comme si vous étiez éveillé, seulement, là, vous ne bougez pas. Voilà le problème du rêve. Donc, pour le reste, à quoi ça sert ? Pendant le rêve, mon hypothèse est qu'un système est mis en jeu du tronc cérébral pour venir programmer, mettre en route les systèmes qui font que l'on est individu différent des autres. Effacer ce que l'environnement nous a fait pour le remplacer par ce qu'on est, l'individu. Donc le rêve est responsable de notre individuation psychologique. Voilà, merci pour cette présentation. Et je vais donner tout de suite la parole à Claude Debru qui va introduire cette série d'exposés. Remercier le bureau de l'Académie, Pascal Cossard, qui a considéré avec faveur cette proposition que Yves Agide et moi-même lui avons faite, et dire que l'idée en a été également soutenue par Michel Lemoal, Yvon Lemao, Jean Rossier et aussi Jean Salençon, je souhaite le dire. Alors, Michel Jouvet est né à Lons-le-Saunier, dans le Jura, où son père, radiologue, était directeur de l'hôpital. Je dis cela parce que nous avons précisément une délégation de lycéens du Jura. Jeune homme, il a vécu des scènes atroces, comme combattant dans les maquis du Jura pendant la guerre. Plusieurs autres drames personnels l'ont affecté. Sans entamer cette personnalité, je dois le dire, hors du commun, ni son exceptionnelle créativité. Michel Jouvet, je peux le dire, je prends sur moi de le dire, avait l'abondance et l'imagination qui caractérisent les vrais génies. Abondance d'idées, d'hypothèses et d'expériences physiologiques. Il ressemblait en cela à Claude Bernard. Abondance de création littéraire, dont vous avez ici quelques exemples. Abondance artistique, avec une extraordinaire collection de dessins de ses rêves, dont la publication est en préparation par les soins, encore une fois, d'Audrey Jacob. Il publiait en français. Il a beaucoup publié dans les comptes rendus de la Société de biologie, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, et en français, il publiait également dans Brain Research. Imagination théorique. Le découvreur du sommeil paradoxal, comme troisième état de vigilance du système nerveux central, n'a eu de cesse d'en théoriser les fonctions. Sa théorie de la fonction reprogrammatrice du sommeil paradoxal pourrait bien trouver un jour de nouvelles formulations avec l'épigénétique. Michel Jouvet était un génie futuriste. Enfin, je souhaite associer à cet hommage le souvenir de son épouse, Anne Jouvet-Téninge, récemment disparue, maître de conférences praticien hospitalier à la faculté de médecine de Lyon et à l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer, spécialiste internationalement reconnu d'une tumeur de l'épiphyse. Deux personnalités scientifiques différentes qui ont construit ensemble un merveilleux environnement. Voilà.